De nombreux aéroports sont construits près de l'eau et il y a tout un tas de raisons à cela. Tout d'abord, la plupart des aéroports sont situés près des grandes villes et les grandes villes sont généralement construites près d'une étendue ou d'un cours d'eau. À l'époque, avant que les routes bitumées et les camions n'existent, les marchandises étaient transportées par bateau. Avoir un fleuve ou une mer à proximité était vital pour livrer les fournitures essentielles aux villes comme la nourriture et les matériaux de construction. Cela permettait aussi de faire du commerce afin de stimuler l'économie locale. Comme la plupart des gens se rendent dans les grandes villes pour les affaires et les vacances, plutôt que dans les zones rurales, il était logique de construire les aéroports dans ces endroits. La forte demande de voyage rendait les aéroports à la fois nécessaires et rentables. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils sont construits près de l'eau. Les grandes villes sont généralement très peuplées et les aéroports ont besoin d'immenses surfaces. Essaie de trouver un terrain suffisamment grand au milieu de la ville de New York pour y placer un aéroport. Ce serait pratiquement impossible. Les zones situées près de l'eau sont généralement un peu plus rurales. Il y a donc plus d'espace que dans les grandes villes remplies d'immeubles. Certains pays ont même poussé ce principe un peu plus loin. Les terres sont vraiment rares au Japon, alors pour construire l'aéroport international du Kansai, les architectes d'Osaka se sont dirigés à 5 km au large dans la baie d'Osaka pour créer une île artificielle. Mesurant 4 km de long sur 2,5 km de large, elle est tellement vaste qu'on peut même la voir depuis l'espace. Il a fallu 38 mois pour achever la construction. Les voyageurs peuvent se rendre sur l'île principale de Honshu en voiture, en train ou en ferry à grande vitesse. L'aéroport international du Kansai a ouvert en 1994 et est devenu le premier aéroport au monde à être construit sur la mer. Malgré son emplacement, il possède le plus long terminal de la planète, avec une longueur d'un peu moins d'1,5 km. Les avions ne doivent pas non plus avoir d'obstacles autour d'eux lorsqu'ils atterrissent. Il serait vraiment difficile d'essayer de faire atterrir un avion avec des obstacles. Cela inclut les arbres, les montagnes, les bâtiments et les lignes électriques. Sur l'eau, rien n'empêchera les avions de décoller ou d'atterrir, ce qui rend les choses beaucoup plus sûres. Sur les îles montagneuses, les pistes sont souvent parallèles à l'océan, car les montagnes se trouvent à l'intérieur des terres, comme par exemple à l'aéroport de Gran Canaria, situé sur l'une des îles Canaries. Cela s'explique aussi par des raisons de sécurité. Si un avion doit annuler son atterrissage sur la piste et refaire un tour, il doit y avoir suffisamment de place pour qu'il puisse le faire en toute sécurité sans rien heurter. Il doit aussi être capable de remonter dans les airs à un angle sûr pour éviter de causer des problèmes aux passagers. Atteindre cette altitude de sécurité est beaucoup plus facile, rapide et sûr au bord de la mer par rapport aux grandes villes ou aux zones montagneuses. En parlant d'atterrissage raté, les pilotes sont formés pour faire face à une panne de moteur au décollage. Si un avion atteint la bonne vitesse pour décoller, il doit quitter la piste même si un moteur tombe en panne. Mais pas d'inquiétude, les avions peuvent toujours voler avec qu'un seul moteur. Cela demande juste un peu plus de concentration. En raison de la capacité réduite, il faut plus de temps pour atteindre la bonne altitude et il faut plus d'espace pour décoller. En décollant en direction de l'océan, il est plus facile de monter à une altitude sûre sans se soucier d'entrer en collision avec un quelconque obstacle. Une autre raison pour laquelle les aéroports sont construits au niveau de l'eau est que plus on monte en altitude, plus l'air se raréfie. Cela fait diminuer la poussée des moteurs ainsi que la portance générée par les ailes. Dans les régions plus élevées, il est plus difficile pour les avions de décoller. En termes financiers, cela signifie qu'il faudrait construire des pistes plus longues, ce qui coûterait plus cher, et personne ne souhaite cela. Au niveau de la mer, les avions ont besoin de moins de carburant car ils ne brûlent pas autant d'énergie au décollage. Et ils font aussi moins de bruit parce qu'ils ne poussent pas les moteurs à fond. Mais même si cela rend les avions moins bruyants, les aéroports ont tout de même des niveaux de bruit assez élevés. Imagine que tu entends des avions survoler ta maison pendant que tu essaies de t'endormir la nuit. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les aéroports sont généralement construits sur la côte, loin de toute zone résidentielle. Car les poissons ne sont généralement pas connus pour déposer de plaintes relatives au bruit. Dans certains pays, les aéroports doivent même fournir des améliorations pour les maisons du voisinage qui seront affectées par le bruit. L'Allemagne est l'un de ces pays et ils font tout, de l'amélioration des toits à l'ajout d'une isolation murale pour réduire les nuisances sonores. Construire près de la côte signifie qu'ils n'auront pas à payer pour toutes ces améliorations coûteuses, ce qui fait économiser beaucoup d'argent à l'aéroport. Les zones côtières présentent aussi des avantages météorologiques pour les vols. Les brises de mer sont des vents réguliers qui soufflent de l'eau vers la terre.
Les avions atterrissent et décollent généralement face au vent, ce qui en fait l'endroit idéal pour construire un aéroport, car il n'y aura pas de retard causé par des vents forts inattendus. Mais si les brises de mer qui viennent au printemps et en été sont formidables, les zones proches de l'eau peuvent être sujettes au brouillard en automne et en hiver, donc cela présente à la fois des avantages et des inconvénients. Toutefois, tous les aéroports ne se trouvent pas sur la côte, car elles posent aussi un certain nombre de problèmes. L'un des plus importants est celui des oiseaux. Nos amis à plumes adorent la côte, à cause de tous ces délicieux poissons qui y nagent. Cela paraît étrange qu'un avion commercial n'ait pas de clé pour activer le contact, hein? Mais le processus est un peu plus compliqué que de simplement tourner une clé, tu sais. Au lieu de cela, il y a toute une série de boutons et de cadrans sur le tableau de commande qui activent des processus sophistiqués. Une batterie chargée par un petit générateur électrique situé dans la queue du jet fournit l'énergie à l'avion. Le flux d'air entre et se déplace dans les moteurs du jet pour les garder au frais. Une puissance de réserve réchauffe ensuite les turbines en les faisant tourner lentement jusqu'à ce qu'elles commencent à s'activer au bon rythme. Ensuite, les moteurs peuvent être allumés un par un. Avec parfois 4 moteurs sur un avion commercial, ce processus complet peut prendre jusqu'à 90 minutes. Les avions n'ont pas non plus de clé pour verrouiller leurs portes. Mais lorsqu'ils sont stationnés, les jets sont surveillés en permanence par des agents de sécurité. Et même si quelqu'un parvenait à les déjouer, il ne pourrait pas s'enfuir rapidement. Lorsque l'on entre dans l'avion, le capitaine surveille de près le processus d'embarquement. Il est non seulement aux commandes du poste de pilotage, mais aussi de la cabine des passagers. Pour devenir pilote commercial, il faut avoir une vision de loin d'au moins 20 sur 20. Mais selon les compagnies aériennes, il est parfois acceptable que les pilotes se fassent un peu aider par des lunettes. Ok, il est temps de trouver une place dans l'avion. Tu t'es déjà enregistré en retard par le passé, et tu as déjà vécu cette expérience désagréable de ne pas pouvoir embarquer sur ton vol. En effet, les compagnies aériennes font exprès de surbooker leur vol, au cas où il y aurait des défections ou des annulations. Cette fois, tu n'as donc pas pu choisir ton siège. Tu passes devant les sièges avant avec jalousie. Ce sont les sièges qui sont toujours pris beaucoup plus rapidement, car tout le monde veut quitter l'avion le plus vite possible après son atterrissage. Mais si tu préfères la sécurité à un départ rapide, sache que c'est à l'arrière qu'il faut s'installer. On estime que la sécurité est de 40% plus élevée à l'arrière de l'avion. Peut-être que tu préfères prendre la voiture plutôt que l'avion. Les chances que quelque chose de dangereux arrive à un avion pendant un vol sont de 1 sur 11 millions. À titre de comparaison, la probabilité d'un accident de voiture est de 1 sur 5000. Tu as été placé à la sortie de secours. Excellent, il y a plus d'espace pour les jambes. Au cours des 30 dernières années, l'espace pour les jambes n'a cessé de diminuer d'année en année, jusqu'à 12 cm sur certaines compagnies aériennes. Non, ce n'est pas toi qui as grandi. C'est juste que plus il y a de passagers, plus la compagnie aérienne gagne de l'argent. Les compagnies ne construisent pas leurs propres avions, mais achètent des avions fabriqués en usine. Ensuite, chaque compagnie aérienne détermine sa propre structure et organisation des sièges. Voilà pourquoi les sièges ne sont pas toujours alignés sur les fenêtres. Mais ce n'est pas grave, tu as la meilleure place. Même si c'est toujours un peu angoissant d'être assis à côté d'une porte de secours. Que se passe-t-il si l'on y touche accidentellement en dormant et qu'on l'ouvre? Relax. Il est en fait impossible d'ouvrir ces portes en vol. La pression de l'air à l'intérieur exerce une pression sur chaque centimètre carré de la cabine. Sur la porte elle-même, cette pression équivaut à 454 kg de pression. C'est beaucoup. Ainsi, même si tu développais la force d'un Hulk dans ton sommeil, tu ne pourrais toujours pas ouvrir cette porte, car elle est verrouillée par une série de dispositifs électriques et mécaniques. Ces mesures supplémentaires sont importantes parce que si la porte s'ouvrait, la température de l'ensemble de la cabine chuterait rapidement et le changement radical de pression affaiblirait la structure de l'avion. C'est l'heure du décollage et on t'a demandé d'éteindre ton téléphone. Faut-il vraiment le faire? 10% des gens admettent qu'ils ne parviennent pas à éteindre leur téléphone et qu'ils ne le mettaient même pas en mode avion. Les téléphones portables peuvent causer des problèmes, mais ils ne perturbent pas réellement l'électronique comme on pourrait le croire. Mais oui, il existe une réelle inquiétude quant au fait que ton téléphone puisse recevoir des signaux de plusieurs tours au sol, ce qui distrait fortement les pilotes. Alors, facilitons spontanément leur travail en éteignant nos appareils. L'avion a atteint 12 000 mètres. Tes oreilles se sont débouchées et le signal de ceinture de sécurité est éteint. L'hôtesse de l'air marche dans l'allée, les bras tendus vers l'extérieur. Le personnel navigant marche de cette façon pour garder l'équilibre dans un couloir si petit. Ils essayent d'éviter de perturber les passagers, donc ils n'utilisent pas l'appui-tête des sièges. Et en cas de turbulence soudaine, il existe des emplacements spéciaux pour s'agripper sous la soute à bagages si nécessaire. On estime qu'1 demi-million de personnes volent dans le ciel à chaque instant.
En ce moment, tu fais donc partie de ce groupe spécial qui représente 0,1% de la population mondiale. Tu regardes par la fenêtre et tu admires les ailes blanches. Les avions sont peints en blanc et dans d'autres couleurs plus claires pour aider à réfléchir le rayonnement solaire. Cela permet d'éviter les dommages causés par le soleil en réduisant la quantité de chaleur reçue par l'avion. Vous faites erreur sur la personne? Je suis juste un commercial qui revient de sa tournée annuelle en Europe. L'agent des douanes sort un énorme morceau de fromage français de ton bagage à main. Il s'avère que tu ne peux emporter que de très petites quantités de fromage à pâte molle à bord, car c'est considéré comme un liquide. Fait amusant, tu peux emporter une râpe à fromage à bord sans problème. Mais tu ne peux pas en râper plus de 100 ml, c'est-à-dire la quantité maximale autorisée. Non, en fait, tu ne peux pas le râper, le fromage doit être emballé en toute sécurité dans un sachet en plastique. Mais bonne nouvelle, le fromage à pâte dure peut être emporté en voyage. Ok, ils t'ont confisqué ton fromage, une grande bouteille d'eau, quelques tubes de crème et autres souvenirs fantaisistes. Regarde ce beau couteau suisse que tu as trouvé à Genève. Il risque maintenant de finir dans une vente aux enchères. Si tu as de la chance, l'aéroport peut proposer un service d'expédition pour faire parvenir tes précieux souvenirs et même le fromage, s'il ne se détériore pas, à ton domicile moyennant des frais. Cependant, tous les aéroports ne le font pas. Ainsi, certains des articles interdits seront mis aux enchères pour récolter des fonds. Les objets confisqués sont généralement vendus en vrac, donc il sera assez difficile de trouver celui que tu as dû laisser derrière toi. Certains autres objets ayant des buts plus spécifiques sont donnés à différentes organisations. Un spray au poivre, par exemple, ira à une école de formation de la police. En ce qui concerne le fromage, les fruits exotiques interdits, d'autres aliments et l'eau, ils sont généralement simplement jetés. Certains articles, surtout ceux qui sont vraiment dangereux, peuvent être simplement fondus ou détruits. Les boules magiques numéro 8 ne présentent aucun danger, mais elles doivent être placées dans ton bagage en soute. Le problème est le liquide qu'elles contiennent. Il se peut qu'il y en ait moins de 100 ml, mais soyons honnêtes, il est difficile de compter le volume exact. Demande à ta boule si tu peux la prendre à bord. Elle te donnera probablement une réponse du type « ne compte pas là-dessus ». Les semelles en gel sont un peu dérangeantes à bord. Le problème est le même. Il est impossible de mesurer la quantité exacte de liquide. Donc pas de semelles en gel et pas de bougies en gel non plus. Le parfum et le vernis à ongles sont aussi proscrits. Il ne s'agit pas seulement de restrictions concernant les liquides à bord, mais aussi de règles d'étiquette. Certains passagers peuvent être tout simplement allergiques à leur odeur. De plus, ils sont inflammables. Quant au dissolvant pour vernis à ongles, opte pour une version sans acétone, car l'acétone est interdite dans les bagages à main. Quoi qu'il en soit, tu peux prendre une bouteille de parfum à condition qu'elle ne soit pas trop grande et que tu ne l'utilises pas à bord. Il serait dommage de devoir jeter un flacon entier à la poubelle avant l'embarquement. Tu peux quand même te faufiler dans l'avion avec plus de 100 ml de ta crème préférée en prétendant qu'il s'agit d'un médicament dont tu as vraiment besoin. Mais tu dois en informer l'aéroport au préalable. C'est un peu tordu, mais ça fonctionne. Parfois. Au cas où tu aurais besoin de vérifier ta température corporelle à bord, assure-toi que ton thermomètre est électronique. Ceux au mercure sont strictement interdits. Qui va ramasser toutes les billes de mercure si tu le laisses tomber accidentellement? Les quilles de bowling sont interdites dans les bagages à main. On dirait que l'équipage de l'avion ne veut pas que quelqu'un s'amuse à jouer au bowling dans l'allée pendant un vol long et ennuyeux. En réalité, c'est une question de sécurité. On estime simplement que les quilles de bowling peuvent blesser quelqu'un. Aucun équipement sportif n'est autorisé, que ce soit un fleuret d'escrime, une batte ou même des fléchettes. Les fléchettes sont tranchantes et aucun objet tranchant n'est autorisé à bord. Ces objets doivent voyager dans les bagages enregistrés, sauf si tu veux qu'ils finissent dans une vente aux enchères. Si tu aimes les choses faites à la main et qu'un vol transatlantique te laisse suffisamment de temps pour tricoter une écharpe ou une paire de chaussettes, opte pour des aiguilles à tricoter en plastique ou en bois et emballe-les soigneusement pour ne pas les endommager. Celles en métal seront probablement détruites en les faisant fondre, et elles ne méritent pas un tel sort. Les boules à neige, comme tout autre objet contenant du liquide à l'intérieur, ne sont pas autorisées à passer la sécurité. Si ta boule à neige est aussi petite qu'une balle de tennis, tu auras peut-être la chance qu'elle soit permise, mais il vaut mieux jouer la sécurité et l'enregistrer. L'eau de javel liquide est définitivement un article suspect dans un bagage à main, même si tu voyages en chemise blanche. Premièrement, elle n'est pas autorisée à bord car elle est hautement inflammable. Deuxièmement, une chemise blanche toute neuve ne semble pas être le bon choix pour un vol. Le café et les turbulences ne font pas bon ménage. Troisièmement, les toilettes d'un avion sont bien trop petites pour faire la lessive.
Si tu es un coiffeur en voyage d'affaires, tu devras probablement investir un peu plus lors de la réservation de ton prochain vol. Aucun décolorant pour cheveux n'est autorisé à bord. Les ciseaux ne sont pas non plus les bienvenus, sauf si leurs lames font moins de 10 cm. Au fait, les ciseaux confisqués sont souvent donnés à des écoles, ce qui est une bonne alternative à leur destruction. Mauvaise nouvelle encore pour les coiffeurs, en raison de la présence d'une cartouche de gaz remplie de butane, les fers à friser sans fil ne sont pas autorisés à bord. Bonne nouvelle, les fers à friser électriques sont tout à fait sûrs. Si tu es un artiste, tu as déjà dû avoir affaire aux règles de sécurité. Tu ne souhaites pas que ta peinture soit gelée ou abîmée dans la soute à bagages, alors tu voudras sûrement l'emporter à bord. La sécurité peut accepter tes peintures à l'huile tant qu'elles ne dépassent pas 100 ml. Mais il n'y a aucune chance que tu puisses emporter ta térébenthine hautement inflammable.